Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mardi, reprise de l'école le 2 juin, 15 000 enseignants vont rejoindre leur poste dans les 5 prochains jours. Leur convoyage a débuté aujourd'hui dans la cohue. Tous les enseignants regagneront leur poste selon les autorités. Tout sauf une année blanche, le ministère de l'Enseignement supérieur va miser sur le digital pour sauver l'année académique. L'année sera prolongée s'il le faut jusqu'en janvier 2021. Quant à la reprise des cours en présentiel, la question n'est pas encore définitivement tranchée. Des commissions santé sont installées à l'UCAD et à Sanar. On vous explique tout dans cette édition. Malika s'oppose à l'enterrement d'un mort du coronavirus. Selon les contestataires, la procédure d'inhumation n'a pas été respectée. La dépouille a été retournée à l'hôpital principal aux dernières nouvelles. Le Sénégal a enregistré justement un 37e décès. Une femme de 77 ans a succombé à la Covid-19 à l'hôpital Fann. Mais avant le développement de tous ces titres, suicide ou meurtre, c'est la confusion totale après 3 mois, après la mort atroce d'un cultivateur de Gantour dans la région de Saint-Louis. Nous en parlions hier. Une 3e personne a été arrêtée par la gendarmerie aujourd'hui, présentée au procureur. Les 3 prévenus ont bénéficié d'un retour de parquet. Ils devront faire face au juge demain. Les derniers développements avec Ousseynou Diop. À Gantour, dans le département de Saint-Louis, la mort de El Hadji Malick Gueye continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. 3 individus ont été arrêtés dans cette affaire, parmi eux le fils du défunt. Retrouvé mort calciné dans une maison en construction, 2 thèses ont été soulevées par les populations du village de Gantour, le suicide et le meurtre. El Hadji Malick Gueye ne s'est pas suicidé, il a été tué, c'est ça la vérité. Si l'une des parties affirme qu'El Hadji Malick Gueye a été tué après avoir reçu des menaces de mort, l'autre partie soutient mordicus qu'il s'est suicidé. J'étais la première personne sur les lieux du crime. Je pense qu'il n'a pas été tué. C'est mon avis. El Hadji n'a pas été tué par les 3 personnes arrêtées. Je pense qu'il s'est suicidé. Mais en tout cas, personne ne l'a tué. Il s'est aspergé d'essence et l'irréparable s'est produit, car il avait des problèmes psychiques. Les 3 personnes arrêtées ont bénéficié d'un retour de parquet et feront face au juge ce mercredi. Elles vont passer leur première nuit au commissariat d'arrondissement de Lille. Merci Ousseynou. En vue de la reprise de l'école le 2 juin prochain, 1500 enseignants ont été transportés à Thiès et à Diourbel, soit 15% des personnels enseignants. 15 000 au total devront rejoindre le poste à l'intérieur du pays dans les 5 prochains jours. Mohamed Samb, Youssou Baro. Le terminus d'Emdik de Liberté 5 bondé de monde. Avec ce rassemblement que vous pouvez constater sur ces images, les personnels enseignants s'apprêtent à regagner les écoles pour la reprise des cours le 2 juin. 1500 enseignants seront transportés pour cette première vague sur les 15 000 devant regagner leur localité de fonction. Il s'agit de faire le transfert de plus de 15 000 enseignants à travers le pays, avec un parc automobile qui tourne autour de 250 bus, variant en nombre de places 20 à 66 places, mais aussi pour parcourir 137 000 km. Donc ce n'est pas une petite affaire et tout ça sera exécuté dans un délai de 5 jours à partir d'aujourd'hui. Donc dire que même si au niveau organisationnel, il y en a qui disent que je n'ai pas pu imprimer tel document, je n'ai pas pu avoir tel élément, le nombre de places qui est prévu ne dépasse pas le nombre d'enseignants. Donc pour rassurer tout le monde et vous dire que vous tous, vous allez partir parce qu'on a prévu tout ce qu'il faut en termes d'enseignants qui sont dans les 2 régions. Pour mieux faire respecter les gestes barrières contre la pandémie, un guide d'utilisation du transport public confectionné par le CETUD. La mise en œuvre d'un guide scolaire pour les élèves, pour leur permettre en fait d'utiliser les moyens de transfert avec moins de risques possible, parce que tout le monde sait que le transport public est un transport qui est quand même dangereux. Et donc le CETUD a mis à disposition un guide pour permettre aux élèves de pouvoir utiliser avec moins de risques le transport en commun.
137 000 km à parcourir pour le retour des enseignants et des élèves. Le premier départ suscite déjà polémique autour de l'organisation du transfert des personnels enseignants face au risque de propagation du virus. Merci Mohamed, et vous aurez remarqué la cohue dans laquelle s'organise le convoyage des enseignants. Afin d'éviter les rassemblements et désorganisations, le secrétaire général du QCM se demande la diversification des points de départ. Depuis le matin, les gens sont là, rassemblés, entassés comme des boîtes de sardines. Si le virus circule aujourd'hui, c'est la catastrophe, c'est l'hécatombe. Et le gouvernement sera tenu pour responsable. Si tant est qu'il voulait convoyer les enseignants, mais on aurait pu choisir plusieurs sites. Ceux qui sont dans la banlieue, qui nous disent le départ c'est au Parcelles Assainies, qu'il y ait un autre départ à Guédiawaye, un autre départ à Rufisque, un départ à Dakar, mais qu'on concentre ici des centaines et des centaines d'enseignants. Depuis le matin, les gens sont là, sous ce soleil. Ils n'ont pas mangé, n'est-ce pas? Ils sont avec leurs petits-enfants. On ne dira pas que les enseignants ont refusé de rejoindre leur poste. C'est le gouvernement qui est dans le tâtonnement, qui n'a pas d'objectif clair, qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Les enseignants sont confrontés à des difficultés. On ne peut même pas s'inscrire sur la plateforme du CIMEN. C'est un problème. Les collègues n'ont pas de laissez-passer. Ici, on leur exige des laissez-passer. On aurait pu confectionner des cartes professionnelles pour tous les enseignants du Sénégal. Avec ces cartes professionnelles, la chose aurait pu être plus facile. Parce qu'on a recensé, c'est ce que le gouvernement a dit, on a recensé tous les enseignants qui doivent partir. Vous avez vu, c'est scandaleux. Et en ce qui concerne l'enseignement supérieur, la continuité pédagogique sera assurée. Le ministre de l'Enseignement supérieur écarte toute hypothèse d'année blanche. Cheikh Oumar Anne a annoncé ce matin une salve de mesures allant dans le sens de sauver l'année académique. Maïmouna Ndiaye. Pas question d'une année blanche au Sénégal comme le pensaient certains. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce la poursuite de l'année académique suivant des réaménagements dans le programme. Cette décision fait suite à une série de concertations avec les enseignants et syndicalistes concernés. Premièrement, d'écarter toute hypothèse d'année blanche. Au regard du niveau d'avancement des enseignements, de nos ressources pédagogiques et du système de semestralisation du système LMD. Deuxièmement, de ne reprendre les cours en présentiel que lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies. Une situation qui fait dire au ministre qu'il est bien possible de poursuivre les cours jusqu'en fin décembre 2020 ou plus tard. Les assemblées délibérantes ont retenu de poursuivre en ligne les activités pédagogiques, de continuer la création des classes virtuelles, d'accompagner les enseignants dans la mise en ligne des contenus pédagogiques. La tutelle rassure également que le cas de l'université Assane Seck de Ziguinchor sera suivi délicatement par ses services. Pour le cas spécifique de l'université Assane Seck de Ziguinchor, le gouvernement suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et affirme sa disponibilité à accompagner les instances pour la mise en œuvre de mesures adéquates afin d'éviter une année blanche et de finir l'année au plus tard le 31 janvier 2021. Il se félicite déjà de la politique d'anticipation de certains établissements privés d'enseignement supérieur. Le baccalauréat de cette année, Cheikh Oumar Anne, dit veiller à une bonne organisation. Selon lui, toutes les dispositions seront prises par l'Office du bac. Et le SAES Maïmouna approuve la décision de la tutelle fixant la fin du second semestre jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, son secrétaire général rappelle que l'enseignement à distance ne doit pas empêcher le recrutement des enseignants. Malik Fall est avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Effectivement, la date du 31 décembre nous semble être une date pour laquelle effectivement il serait possible de terminer donc les enseignements du second semestre et de terminer également toutes les évaluations. Mais comme je l'ai dit tantôt, cela est tout simplement donc sous-tendu
par l'évolution donc de la pandémie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système, dans la loi sur le LMD, il était effectivement prévu les enseignements à distance. Et c'est parce que tout simplement, les autorités n'avaient pas pris les mesures qu'il fallait pour tout simplement donc permettre aux universités de se doter de moyens et de mécanismes pour permettre donc la mise en pratique donc de cette disposition prévue dans la loi sur le système LMD. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement à distance ne s'improvise pas. Donc il y a un certain nombre donc, de préalables qu'il faut satisfaire. Et parmi ces préalables, ce qui nous tient le plus nous à cœur, c'est la question de l'équité. L'autre élément qui nous paraît être extrêmement important, c'est qu'il ne faudrait pas que l'on utilise cette situation donc, de la Covid-19 en essayant donc, de mettre en branle l'enseignement à distance pour en faire un prétexte pour ne plus recruter d'enseignants. Et puis cette information que nous venons de recueillir, mort de 2 détenus à la MAC de Diourbel, l'administration pénitentiaire a publié les certificats de genre de mort des défunts, documents qui évoquent une mort naturelle à la suite d'un AVC hémorragique hypertensive pour feu Mamadou Ibrahim Lo et une mort naturelle également pour Fallou Thioune à la suite d'une crise cardiaque par infarctus du myocarde. Sur la situation épidémiologique du jour, qu'une femme de 77 ans a succombé à la Covid-19 aujourd'hui à Fannes. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. La tension a été vive en mi-journée à Malika. Les populations se sont farouchement opposées à l'enterrement d'un mort du Covid-19. La procédure d'inhumation n'a pas été respectée selon les contestataires. La dépouille a été finalement retournée à l'hôpital principal de Dakar. Les propos de Alioune Baye, coordinateur de la lutte contre la Covid-19 à Malika, avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Notre grande surprise, on a vu un corps accompagné des services d'hygiène et des sapeurs-pompiers venant de l'hôpital principal. Ils nous ont dit que ce corps est mort du coronavirus. Bon, puisqu'ils voulaient l'enterrer dans notre cimetière, ils n'ont même pas eu un certificat d'inhumé venant de la mairie. C'est pourquoi tous les jeunes de Malika ont sorti pour défendre ça, pour dire non, on ne doit pas l'enterrer. Parce qu'on ne connaît pas là où il vient, on ne connaît pas là où il habite, donc on doit respecter les règles de l'art. Parce qu'ici, l'administration est partagée comme suit. Si vous venez de l'hôpital, si vous venez dans une commune, il faut aller d'abord à la mairie pour qu'on puisse vous valider un certificat d'inhumé. Eux, ils n'ont pas ce certificat d'inhumé. C'est pourquoi on a dit qu'on ne va pas l'enterrer ici. Il faut qu'ils retournent chez eux. Et puis l'hydroxychloroquine serait néfaste pour les malades. Le médicament pourrait augmenter le risque de décès selon l'étude du Lancet. La molécule est utilisée, vous le savez, dans le traitement des malades ici au Sénégal. Alors que l'OMS a suspendu les essais cliniques qu'elle mène avec l'hydroxychloroquine, un pays comme l'Algérie par exemple maintient son utilisation. Faut-il l'arrêter ici au Sénégal, oui ou non? Reportage Pape Faraning et Youssou Baro. Alors que l'OMS suspend les essais cliniques de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19, le Sénégal enregistre plus de cas guéris que de patients sous traitement dans les hôpitaux. Les résultats obtenus grâce à l'utilisation de cette molécule qui doit être maintenue de l'avis des spécialistes de la santé. Et ce traitement nous a encore une fois validé satisfaction et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi on devrait l'arrêter sous prétexte qu'il y a des effets secondaires, parce que tous les médicaments ont des effets secondaires, donc il va falloir qu'on soit serein dans la décision, qu'on soit également très courageux dans la décision. Du protocole du professeur Raoul. Il parlait du traitement de l'hydroxychloroquine quand c'est utilisé tôt dans l'apparition des symptômes. Il ne parlait pas d'utilisation de l'hydroxychloroquine ou de chloroquine chez les patients graves. Donc il faut pas qu'on. Donc aujourd'hui, on a des chiffres, on a plus de 2000 personnes au Sénégal qui ont été mises sous traitement. Le professeur de physiologie à l'université Cheikh Anta Diop informe. Les statistiques plaident en faveur des cliniciens qui administrent l'hydroxychloroquine à leurs patients durant les premières heures de la prise en charge. On se rend compte que dans l'hôpital où officie le professeur Raoul, le taux de mortalité lié au Covid parmi les malades hospitalisés était de 0,4%. C'est-à-dire, autant dire que sur 1000 patients, seuls 4 étaient décédés.
Et si nous faisons la comparaison avec la population générale de France dans les autres hôpitaux, la France était en général à 15% de mortalité. Donc sur 1000 patients en France, les 150 décédés. Je pense que cette comparaison est largement suffisante. L'OMS s'est appuyé sur l'étude de la revue Lancet pour prendre cette position après avoir prédit la catastrophe en Afrique. Pour nos interlocuteurs, l'organisation ne sortira pas indemne de cette crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 nous montre que les grandes instances aussi, elles sont fragiles. On parle beaucoup du système de santé, effectivement, en Afrique, qui est fragile, qui a déjà des difficultés. Avec l'épidémie, elle a encore plus de difficultés. Mais nos grosses institutions sont fragiles aussi. Et peut-être qu'il serait temps aussi de revoir et de réformer certaines choses. On se rappelle tous des prévisions assez macabres qui ont été faites dès le départ par rapport à l'Afrique. Des prévisions qui, heureusement, ne sont pas réalisées. L'OMS subit-elle des pressions de certaines industries pharmaceutiques? En tout état de cause, les États africains sont invités à soutenir les chercheurs du continent à combattre le virus. Dans tous les cas, Pafara, la bithérapie hydroxychloroquine azithromycine donne des résultats encourageants. C'est ce qu'affirmait le professeur Moussa Seydi lors du point de situation mensuel. Souvenez-vous, c'était le 2 mai dernier. Sur 181 patients, nous avons observé que la durée médiane d'hospitalisation était de 13 jours chez les patients qui n'avaient pris aucun traitement. Cette durée médiane était de 11 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine seule et de 9 jours chez les patients qui avaient pris l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine. Concernant les événements indésirables ou les effets secondaires, l'analyse a porté sur 362 patients. Et dans cette analyse, nous avons observé 12 cas d'effets secondaires. Et puis en France, on apprend que le Haut Conseil de la santé publique a recommandé de ne pas utiliser l'hydroxychloroquine dans le traitement de la Covid-19. Dans le même temps, l'Agence nationale de santé du médicament a indiqué sa volonté de suspendre par précaution les essais cliniques comme l'OMS. Une décision qui n'affecte pas le professeur Raoult, car selon lui, l'institut qu'il dirige n'accueille plus de malades. La région de Thiès a enregistré 87 cas positifs depuis le début de la pandémie. 2 cas communautaires sont notés dans la région ce mardi. Une situation qui inquiète. Le préfet a réuni aussitôt tous les acteurs de la vie politique, économique et sociale de la région, ainsi que les autres acteurs de la vie communautaire pour réfléchir sur une nouvelle approche de riposte. On voit tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Thiès, 87 personnes sont testées positives. 2 cas communautaires enregistrés aujourd'hui. Toutes les communes de Thiès sont touchées. L'heure est grave. Nous avons enregistré 89 cas depuis le début de la pandémie jusqu'à nos jours. Et 14 cas communautaires, 2 décès et 76 cas contacts. Le virus est là, il continue à circuler. C'est la communauté qui doit combattre ce virus. Rappeler à la population thiessoise à redoubler de vigilance. Redoubler de vigilance par rapport aux mesures de prévention contre le Covid-19. Le préfet du département de Thiès relève des relâchements dans le respect des mesures édictées, ce qui est certainement à la base de cette donne. Nous avons tantôt évoqué la situation du quartier Tchali, où on a eu à enregistrer beaucoup de cas, des cas même communautaires. Mais cela s'explique peut-être par plusieurs raisons. Il y a des cas qui nous viennent de Dakar, qu'on comptabilise dans ce quartier. Mais également, il ne faut pas perdre de vue sa proximité, certainement, avec le marché. Et là, j'interpelle les comités de quartier pour pouvoir véritablement porter la bonne information, accentuer cette sensibilisation à ce niveau, pour que l'alerte d'abord soit précoce, que les gens soient davantage vigilants. Les imams, les délégués de quartier et les responsables des marchés de Thiès sont très bien informés de la situation. C'est vraiment très inquiétant. Selon les spécialistes, Thiès sera bientôt le second foyer de cette pandémie. Merci, Cheikh Anta. Autre secteur sinistré de la crise économique due au coronavirus, c'est l'artisanat. Le secteur est lourdement affecté par la décélération de l'économie. Illustration avec ces cordonniers dans la banlieue de Dakar. Habib Faye, Moto Diop.
La fête de Korité n'est pas rose chez les cordonniers cette année. Les artisans n'ont pas enregistré de bénéfices à cause de la pandémie. S'y ajoute l'absence des touristes. Difficile pour eux d'écouler leurs marchandises. Nos clients sont des touristes. Ils ne peuvent plus se déplacer. Les Sénégalais n'achètent pas nos produits. Et depuis la fermeture des frontières il y a 3 mois, nous n'arrivons plus à écouler nos produits. Le tourisme, un facteur important dans ce secteur, la production n'est plus efficace. Nous ne pouvons pas rester sans travailler. Nous sommes obligés de venir pour essayer d'avoir de quoi nourrir la famille. Nous n'enregistrons plus de bénéfices à cause de la pandémie et c'est dur. Obligés de trouver des solutions, les cordonniers invitent les autorités à les soutenir. La Covid-19 a causé beaucoup de difficultés dans notre secteur. Nous l'avons vraiment senti, même les autres secteurs l'ont senti. Parfois, ce que nous avons déjà économisé, c'est ce que nous dépensons pour vivre. La pandémie a tout chamboulé dans l'artisanat. Ils n'ont plus de foire pour exposer leurs marchandises. Les cordonniers rencontrent d'énormes difficultés en cette période de pandémie pour vendre leur production. À cause de la Covid-19, ces artisans ne savent plus à quel sens se vouer. Merci Abi Pepizoum. Sur la commune de Gade-Escale, dans le département de Diourbel, la localité fait face à d'immenses défis économiques et sociaux. Les populations vulnérables craignent de passer sous les radars du programme de résilience économique. Voyons tout cela avec Babacar Diouf et Nongonjai. Seul le tiers des ménages de la commune sera servi, une situation inédite selon les autorités locales de la commune de Gade-Escale dans le département de Diourbel. Le quota donné par l'État du Sénégal, on a bénéficié de 245 ménages. Sur les 245 ménages, il y a 27 ménages qui sont de la commune de Toupa-Lapé. Donc il va nous rester 218 ménages. 218 ménages représentent les 1/3 des ménages de la commune de Gade-Escale. Actuellement, on est à 482 ménages. Si l'on en est à cette situation, c'est parce que la localité n'est pas représentée dans les hautes sphères de décision, croient savoir les populations de cette bourgade frontalière à la région de Thiès. L'État doit revoir sa position par rapport à la distribution des postes de nomination. Normalement, chaque commune doit avoir au moins 2 postes nominatifs. Au minimum 2 postes nominatifs. Parce que dans le besoin, donc, ces gens vont venir en aide. Pour amoindrir le mal et soulager certaines des populations, le maire a acheté 15 tonnes de riz qu'il va distribuer aux nombreux impactés du Covid-19 à Gade-Escale. Merci Babacar. Parlons maintenant de la protection du littoral, levée de boucliers contre une construction sur la plage de Mermoz. Le combat est mené par la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral et un ancien parlementaire. Ce dernier annonce une plainte devant les juridictions. Derham Touré et Youssou Barro. Du béton, du sable marin et d'autres matériaux de construction à côté des ouvriers à l'ouvrage. Après un peu moins d'une semaine de l'interruption par la DESCOS de travaux au niveau de l'une des falaises des Mamelles, un autre chantier sort de terre sur la plage de Mermoz. C'est encore plus scandaleux quand vous regardez derrière moi ce qui se passe sur la falaise elle-même. Celui qui va construire aujourd'hui ici, demain va se réveiller pour interdire aux citoyens de venir sur la plage sous prétexte que c'est un lieu privé. Qui est le propriétaire? L'ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy demande au chef de l'État de mettre un terme à ce bradage du littoral. Qui est en train de construire, on ne le sait pas. Mais de toute façon, quand je l'ai constaté il y a une semaine, je me suis dit qu'il est important aujourd'hui d'interpeller le chef de l'État directement. Dans ce littoral-là, vous allez voir les magistrats, les juges, vous allez voir les politiciens, les ministres. Ils ne sont que ces gens-là qui ont accès à des dossiers les plus élevés en matière de foncière. Et ça, c'est scandaleux au Sénégal que ça continue. La plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral décèle une certaine incohérence dans l'action du gouvernement. Mokhtar Ba confie avoir fait des propositions à l'État pour la préservation de ces biens communs. Selon lui, il y a encore des efforts à faire. L'air que nous respirons, nous allons imposer qu'on s'entende là-dessus. Parce qu'il y va de la vie de tout le monde. On ne peut pas être confiné à la route, avoir des bâtiments à gauche, des bâtiments à droite, derrière un Ndiaga qui vous en fume, et vous n'y pouvez rien, et vous en crèverez un jour. Il y a une incohérence, il va falloir répondre. On ne peut pas dire regardez faire, être dans l'inaction, être dans l'inertie.
Cheikh Oumar Sy, pour sa part, rappelle que le président de la République a intégré le respect de l'environnement comme une composante de la Constitution. Par conséquent, il est en train de constituer un dossier avec le soutien d'autres associations de protection du littoral pour porter l'affaire devant les tribunaux. Nous sommes en train de constituer un dossier et nous allons attaquer directement le gouvernement du Sénégal et nous allons attaquer aussi la direction des impôts et domaines parce que tout ce qui se fait aujourd'hui sur le littoral est cautionné par la direction des impôts et domaines. Les constructions sur le littoral se poursuivent malgré les mesures annoncées par le chef de l'exécutif après sa visite sur la façade maritime ouest de Dakar. Déplacement qui avait conduit à l'interruption de la construction de l'ambassade de la Turquie. Merci Aram. Et puis cette dernière note avant de boucler cette édition. Décédé vendredi dernier, l'artiste guinéen Mori Kanté a été inhumé ce mardi à Conakry. Une cérémonie sobre qui s'est déroulée en l'absence de la majorité de ses enfants et de sa première femme qui n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la pandémie du Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.